Ouais. Donc je reviens à ta troisième année, quand tu reviens à l'école. Donc tu nous as expliqué ce que toi tu faisais, donc tu avais 6 mois de cours, tu disais bah voilà, il faut que je sois patient, etc. Puis après tu as été 6 mois plus ancré sur l'entrepreneuriat à l'école, mais la boîte elle a continué, enfin, parce que du coup toi elle vivait autour de toi, cette boîte elle a été mise entre parenthèses ou Alors, l'activité pendant cette activité, l'activité n'était pas totalement mise entre parenthèses parce que j'avais encore des clients que je livrais. Mais on va dire que elle était en gestation, entre guillemets, parce qu'il faut voir que j'ai passé plusieurs étapes. Parce que j'ai commencé à livrer mes clients d'abord, je prenais le métro pour aller livrer mes caisses. Voilà. Après, je passe une autre étape où parfois je me faisais accompagner en voiture pour aller livrer mes clients. Après, j'ai passé une autre étape où derrière, je faisais appel à un transporteur. Après, maintenant, je passe une autre étape où je fais venir des camions. Donc, il y a vraiment eu donc là, j'étais plutôt à l'étape où je commençais à consolider ma base client, déjà pour fidéliser mes clients. Donc je continuais juste à les livrer. Donc je n'avais plus d'activité de prospection pour trouver de nouveaux clients, ou alors très peu d'activité de prospection. Donc ça veut dire que c'était à peu près à ce stade-là de gestation. Et après, il y avait un autre obstacle qui est l'obstacle non administratif. Parce qu'effectivement, à la fin de mon année 2015, j'étais de nationalité camerounaise, je suis toujours. Et lorsqu'on est de nationalité en fait, hors Union européenne, il y a quelques freins administratifs à construire sa boîte, du moins s'il y a quelques contraintes, ce qui est normal. Il y a des contraintes au niveau de l'activité qu'on va mener, et que cette activité-là va donc générer suffisamment de ressources. Donc on doit faire ce qu'on appelle un changement de statut. Et donc ce changement de statut-là, il était assez redouté, il est assez redouté notamment de personnes de la diaspora qui sont dans des écoles, on va dire, où on a beaucoup d'opportunités, où on devrait pouvoir du moins tenter sans risque d'avoir peur de ne pas retrouver de boulot. L'obstacle administratif, c'est-à-dire qu'il fallait affronter la préfecture. Finalement, je me préparais à affronter la préfecture pendant ces 6 mois-là, parce qu'effectivement, ce changement de statut va prendre 4 mois. Parce que je me souviens, j'avais effectivement des stagiaires agroalimentaires, des stagiaires de l'agro, pendant la période des 6 mois après les 6 mois de cours. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je ne pouvais pas les payer parce que j'avais effectivement déposé mon capital à la banque, mais il ne pouvait pas être débloqué parce que je n'avais pas de cabis. Et pour avoir une cabis, il fallait effectivement que j'ai la carte qui va bien avec la création d'entreprise. Ça m'a pris 4 mois. Et je pense que c'était une vraie aventure. Et en même temps, ça fait partie au final de ma proposition, de ma promesse, parce que je suis authentique au final. Parce que je suis effectivement du Cameroun, qui est africain de nature, je suis camerounais, et finalement j'arrive et je propose vraiment des produits d'inspiration africaine. Et ces obstacles-là font vraiment partie de. J'en parle pas trop souvent parce que je ne veux pas tomber dans des polémiques inutiles, mais c'est quelque chose dont on parle très peu, parce qu'effectivement, il y a très peu de personnes qui se lancent effectivement dans cet entrepreneuriat-là. Parce qu'effectivement, lorsque on est de la diaspora, notre premier objectif en général, c'est de trouver un boulot bien rémunéré, ce qui est souvent possible qu'on ait de bonnes écoles, et pouvoir derrière alléger la famille qui a contribué au cursus scolaire. Donc on va dire que j'ai eu un risque administratif qui s'est rajouté au risque entrepreneurial, qui était assez fort et qui n'était pas négligé, parce qu'effectivement il y a des camarades des grandes écoles de commerce qui n'ont pas pu obtenir ce genre de statut. Donc il n'était pas négligé, dans la mesure où j'avais un peu mis mes œufs dans le même panier, j'ai fait toute ma césure à l'entrepreneuriat. Il était compliqué au final pour moi d'aller taper aux portes du cabinet de conseil parce que j'avais pas eu cette expérience-là, je n'étais pas dans le profil type. Donc ces 6 mois m'ont permis effectivement de préparer mon plan, si je peux me permettre, pour passer un peu l'obstacle de la préfecture. Et ces 6 mois-là m'ont permis de commencer aussi à voir qui allait être mes premiers partenaires investisseurs. Donc j'ai pu effectivement avoir dans mon tour de table un professeur d'école, voilà, et le petit Bousset dont je parlais. Donc ça m'a permis de construire une relation avec eux. J'étais une sorte de pré-incubation. Et d'autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont monté via LinkedIn ou des camarades d'école. Voilà. Et parce que je comprends, du coup, tu avais, quand tu dis changement de statut, c'était quoi le statut quand tu étais étudiant? Alors, un statut étudiant. Quand j'étais étudiant, j'avais le statut d'auto-entrepreneur. Et la boîte en elle-même, c'était quoi? C'était une la boîte était une auto-entreprise en soi. Voilà. Donc là, il fallait passer, de toute façon, vu que c'est une activité industrielle où il faut avoir un certain volume avant de faire des bénéfices, ça n'a aucun sens en fait de la faire en auto-entreprise. Donc je l'ai fait en auto-entreprise que parce que j'avais
cet obstacle-là. Je ne pouvais pas créer le SARL comme ça. Il fallait monter un dossier à la préfecture pour leur dire écoutez, voilà, j'ai fini mes études, je suis diplômé, j'ai un projet sérieux, crédible, je vais juste le mettre en place. Et voilà, il faut, en fait, c'est une obligation d'aller voir la préfecture pour leur dire écoutez, voilà, je vais faire ça. Et donc là, après ce changement de statut, là, je passe en SARL. Et alors, les investisseurs, tu démarres avec quoi? Donc, c'est la sortie de l'école, c'est 4 mois pour obtenir ce blanc-seing, donc cette autorisation à monter, enfin, à changer tes statuts et à te lancer avec une SARL. T'es investisseur, tu démarres avec combien? Alors, mes investisseurs, alors il faut dire que je démarre d'abord avec 1 500 € d'économie par-ci par-là, de cours particuliers, il faut le plus. Et derrière mes investisseurs, j'ai réussi à collecter 50 000 €. Ce qui n'est pas de love money, parce que je n'avais pas de love money en soi. Parce que ma famille ne vit pas en France, je n'ai pas d'attache profonde en France, donc je n'avais pas de love money. Donc du coup, comme je le disais, j'ai tapé aux portes du Petit Poucet qui est prêt à me suivre depuis le début, auprès de profs d'école, sur LinkedIn aussi, je raconte aussi mon histoire. Ça s'appelait Maman, j'ai lancé mon business. Et là, j'ai une dame qui m'a contacté parce qu'elle a beaucoup aimé en fait, l'aventure, ce que je voulais faire, la promesse de faire découvrir ces produits d'après-là, sans sourire. Et elle me dit voilà, je peux te suivre, il n'y a pas de problème, voilà. Est-ce que tu as besoin d'investissement? Je dis oui. Donc c'est un peu fait comme ça, un peu au culot. Après, un camarade de classe et encore un autre prof de leadership et tout. Donc, je veux dire que ça s'est déjà fait au culot et c'est aussi parce que j'ai fait une année de césure où j'ai commencé à essuyer un peu les pots cassés parce que si je n'avais rien fait, je n'aurais rien eu. Et que c'est pas juste j'ai un projet de boisson fictive sur mon PowerPoint et je vais essayer. Non. Et en plus, comme je l'ai dit, je voulais, ma vraie conviction c'était vraiment d'être indépendant. Après, cette première levée ne me permettra pas d'atteindre la rentabilité, il aura fallu faire une deuxième, mais c'était un peu ça l'idée, d'où aussi le fait de ne pas vouloir collecter énormément d'argent pour ne pas être trop dilué au capital. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi la photographie justement de ce capital là, la photo, je reste largement majoritaire, je reste Bispos, plus des 2 tiers. Voilà. Bon, après, l'objectif en soi, ce n'est pas d'être toujours majoritaire parce qu'on donne toujours l'exemple du gâteau. Voilà, c'est pas ça l'objectif en soi, mais c'est quand même de rester indépendant. Rester indépendant pour prendre mes décisions. Cette aventure-là, c'est un peu comme mon bébé que je fais grandir. C'est pas que je ne veux pas laisser le bébé et tout, mais il y a ma personnalité qui est là, il y a ma signature, il y a mon ton de marque. Je pense que ce sera même difficile de le vendre parce que je veux pas que derrière ce que je vais construire, cette relation que je vais construire avec mes clients, soit mal utilisée ou voilà, soit dégradée ou débridée. Dans l'idéal pour moi, ce serait d'avoir un truc auto-géré, auto-rentable. Après que je puisse mener d'autres aventures avec la marque BIS comme IAG, qui a fait plein de business sous sa marque Ombrelle. C'est vraiment ça que je souhaite. Après, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais l'idée c'est d'avoir cette marque-là, cette connexion-là, avec de dire voilà, la BIS c'est l'Afrique heureuse, tout joyeux, l'Afrique de tout. Et se positionner comme ça, c'est vraiment ça l'idée. Quelle a été la réaction de ton entourage, amical mais familial, quand tu sors de Centrale, une des plus grandes écoles d'ingénieurs au monde, enfin une école prestigieuse en France qui, comme tu l'as dit, ouvre plein de portes, offre plein d'opportunités de carrière plus classiques, mais sans doute plus confortables ou plus sécurisées. Et quand tu leur dis je me lance à monter une boîte, etc., c'était quoi? C'était pas très sérieux. C'était quoi? Enfin, voilà, est-ce qu'on t'a soutenu, on a cherché à te dissuader? Comment ça a réagi dans ta famille? Je pense que je suis dans une famille de blagueurs, donc d'abord ils ont commencé à rigoler. Ma mère m'a beaucoup soutenu, elle a toujours soutenu, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Ouais, ils étaient tous étonnés quand même. Mon grand frère en fait, qui a des activités entrepreneuriales au Cameroun, c'était un soutien, mais ils étaient quand même assez étonnés. Après, par exemple, mon grand frère, je me souviens, il me faisait une petite blague. Il me disait on va voir si tu vas réussir à avoir un client, tu vas voir. Et quand j'ai eu mon premier client, je lui ai dit voilà, t'as vu ça, j'ai eu mon client. Donc on va dire ça a toujours été un challenge comme ça, mais globalement, je veux dire, j'ai eu la chance
d'être soutenu au moins moralement. J'ai eu cette chance-là, donc c'est qui est pas, c'est pas souvent le cas de tout le monde. Après, il y a toujours des personnes qui font des remarques, tu fais envie d'aller travailler, ce genre de choses et tout. Il y a toujours des personnes un peu négatives, mais c'est pas forcément le cœur de la famille, ça peut être des oncles, des tantes qui estiment que voilà, c'est mieux d'avoir. Après, c'est leur point de vue, je le respecte totalement. L'idée, c'est de montrer justement que cette voie-là est possible. Et après, il faut voir aussi que moi, j'évolue dans un environnement de diaspora, donc c'est pas très commun dans la diaspora de prendre ce genre d'initiative-là, parce qu'effectivement, c'est pas sécurisant, que ce soit du point de vue administratif, que ce soit d'un point de vue par rapport à la famille et tout, donc ça peut être un peu mal vu. Donc, du coup, j'ai dû un peu sélectionner mon cercle proche, de filtrer des personnes positives. C'est super important d'être entouré de personnes positives, parce que déjà c'est très dur au quotidien, donc on ne va pas en rajouter une couche. Donc personnes positives qui ont le smile, et voilà. Mais ça n'a pas été facile. Après, même aujourd'hui, c'est pas toujours simple, mais plus les gens ils voient, parce que j'ai eu des médias, TV5 Monde, des passages télé, des articles de presse, le Parisien, ça rassure, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Ça rassure un peu de voir qu'il y a d'autres personnes que moi qui croient en fait que ça peut être quelque chose de bien. Ça rassure. Mais on reste quand même toujours un peu dans le petit point d'interrogation, on ne sait pas, mais c'est ça qui donne le mystère à l'aventure. Et donc quand tu as fait ton année de césure, l'année d'après tu as ton diplôme, 4 mois plus tard tu as ton changement de statut avec des actionnaires ou des gens qui te suivent, un petit capital, donc c'est parti pour de vrai. Est-ce qu'il y a malgré tout le sentiment de se dire bon c'est bien tout ça, mais je vais un peu vers l'inconnu? Alors oui d'accord, j'ai suivi les plâtres avec mon année de césure, etc. Mais là c'est la réalité. Est-ce que tu as le sentiment de saut un peu vers l'inconnu? Alors oui, tout à fait, parce que c'est vrai que j'avais déjà des restaurants, quartier d'affaires qui me commandaient mon produit, donc j'avais déjà des clients. Donc tout de suite quand j'ai fait venir mes premières palettes, j'avais déjà des clients. Donc ça c'est quelque chose qui était clair. Mais j'allais un peu vers l'inconnu parce que on va dire que je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc je me disais à ce moment-là comment je vais tracer ma voie. Si je me disais, est-ce que si toutes ces enseignes-là me disent non, qu'est-ce que je fais? Donc il y avait effectivement, en soi, tout n'était pas construit, du moins c'était beaucoup moins construit qu'aujourd'hui. C'est avec le sens où c'est vrai que l'univers de marque était déjà affermi, mais les canaux de distribution n'étaient pas encore très clairs. Je savais, ok, j'avais quelques restaurants qui marchaient bien, mais les canaux de distribution n'étaient pas du tout clairs. Et après, il y avait aussi une vraie démarche de découverte de marché à faire, et que vraiment aller à la rencontre des clients qui n'étaient pas suffisamment faite, parce qu'à cette époque-là, c'était plutôt les restaurants qui me donnaient des retours. Je n'avais pas forcément certes, j'avais fait quelques marchés, mais ce n'est pas suffisant pour connaître vraiment qui aime vraiment le produit, qui est vraiment dans mon cœur de cible. Ça, c'était pas suffisant. Et du coup, c'est au fur et à mesure que j'ai découvert effectivement, ces éléments, effectivement, quand je disais trouver mon public. Donc là, d'ici la fin de l'année, vraiment le trouver dans le sens où j'ai un cœur de cible qui achète, réachète de façon permanente, qui est bien identifié le produit et qui sait où le trouver et qui va aller à la rencontre du produit de façon spontanée. Donc ça c'est un vrai travail que je ne savais pas que c'était un travail de longue haleine. Construire une communauté, ça prend du temps. Je n'étais pas tout à fait conscient de ça, je dirais. Après, effectivement, je pense que j'ai fait quelques erreurs au début de débutant que j'aurais peut-être pas dû faire. J'aurais peut-être dû écouter un peu plus mon instinct que d'écouter tous mes conseils autour. Voilà, je sais ce que je dirais à ce moment-là. J'aurais dû écouter beaucoup plus mon instinct. Voilà. Et alors, parce que tu vois, tu parles et tu fais, mais il y a des logiques marketing, il y a des logiques de com, il y a de la logistique, il y a du financier, il y a enfin, tout ça. Et alors, t'en parles, voilà, c'est une activité industrielle, comme tu le disais tout à l'heure, mais tu fais ça tout seul. Exactement, on va dire que pendant le projet innovation, je n'étais pas du tout contre le fait de m'associer, parce que je voulais très bien continuer l'aventure en tant qu'entreprise avec mes camarades de projet, mais on va dire que
quand on est étudiant comme ça, c'est très difficile de dire non à toutes les opportunités, notamment quand on est à la centrale, de dire non à toutes les opportunités qui s'offrent à nous et d'aller sur un projet entrepreneurial où on est un peu dans l'inconnu. Donc au final, les choses ont fait que je me suis lancé seul. Beaucoup de gens disent que moi il ne faut pas se lancer seul et tout, mais les choses ont fait que je me suis lancé seul. Après, je suis entouré de plein de partenaires qui sont plutôt des prestataires, notamment mon designer Léo, qui a permis de traduire en schéma, en design, ce que j'avais en tête dans l'univers de marque. Donc au final, on va dire que j'alterne entre le fait de promouvoir la communauté, de faire attention aux aspects financiers et logistiques. Donc j'alterne effectivement entre plusieurs facettes, ce qui me rend un peu une petite tâche, voilà, le côté business un peu, voilà. Mais je suis totalement ouvert au fait de recruter de façon rentable, une fois de plus, pour être indépendant, des collaborateurs qui vont effectivement permettre d'assurer les différents process qui permettent à la boîte de se développer de façon pérenne, mais de façon rentable, parce qu'effectivement au tout début, j'ai tout de suite recruté une salariée en CDI, mais ça a été un peu compliqué, parce qu'effectivement les process n'étaient pas encore mis en place, et qu'on a fait un recrutement très en avance. Du coup, là aujourd'hui les process sont mis en place, si le volume d'activité est là, il n'y a aucun problème pour garnir l'équipe au niveau commercial, la business team au niveau commercial, au niveau marketing. Donc là, je sais beaucoup plus où je vais qu'au tout début. Parce qu'effectivement, parce que les process au final, ils se font par rapport aux meilleurs clients. On ne fait pas des process pour des gens qui n'achètent pas. On fait des process pour des gens qui achètent vraiment réellement. Donc au début, certains process étaient surtout construits pour la restauration. Mais il s'avère aujourd'hui qu'il y a un équilibre à trouver entre la grande distribution, qui deviennent de plus en plus des gros clients, et certains gros restaurants. Il faut mettre en place des franco de port, savoir le nombre de colis qu'il faut livrer par magasin. Donc, savoir que ce restaurant-ci, au final, ça ne va jamais être un gros client. Donc, il faut peut-être réfléchir à trouver des clients, des restaurants où ça marche vraiment beaucoup mieux, où on peut faire des livraisons avec beaucoup plus de colis, pour qu'au final le transport revienne à pas grand chose par bouteille et pour être rentable. Donc c'est ce travail-là au final que je commence à faire en 2015 et qui n'était pas si simple que ça, parce qu'au final il faut vraiment comprendre, il faut aussi du temps. Parce que ok, aujourd'hui un restaurant est livré, mais il faut 4-6 semaines avant de voir si ça marche bien. Donc il y a du temps, il y a du temps de prospection, il y a du temps de recommander de nouvelles bouteilles. Voilà. Il y a un temps en fait de mise en place qu'il faut assumer, et on ne peut l'assumer que si on est très motivé, et on est très motivé que si on croit vraiment à ce qu'on fait. Et comme tu disais, j'ai